Il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre marquante. Je m'appelle Charles Nitronche et aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours adoré rencontrer de nouvelles personnes, dialoguer avec elles, essayer de les comprendre. Nouer une relation ne vous paraît peut-être pas quelque chose d'extraordinaire. Des relations, on en a des milliers. C'est ce que je croyais aussi avant de tomber sur cette statistique à la fin de mes études. Un Français sur 10 n'a pas plus de 3 conversations par an. Depuis ce jour-là, j'accorde une grande importance au dialogue et à la rencontre. Vous dire que je me souviens de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, ce serait vous mentir. Mais celle que j'ai faite ce 25 mars 2025, celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai partagé un dîner avec Mireille. Mireille a une vie dure. Elle a très peu de moyens, à tel point qu'elle n'a pas pu se chauffer pendant de nombreux hivers. Elle vit dans un tout petit appartement et a été forcée de dormir sur un canapé une partie de sa vie. Mireille a une santé fragile et elle nous partageait à table être tout juste en rémission d'une longue maladie. Mireille n'a pas beaucoup d'aide, ni de sa famille, ni de ses amis. On pourrait croire que Mireille n'a rien à donner, mais plutôt tout à recevoir. Et pourtant, Mireille donne énormément. Elle donne de son temps, elle donne de ses services, elle donne de son énergie. Mireille, c'est la petite main qui file de grands coups de main. C'est elle qui, tôt le matin, se réveille pour aller ouvrir les salles de réunion dans sa paroisse qui servent pour les activités. C'est elle qui, tard le soir, vient fermer les portes de l'église. C'est encore elle qui s'interrompt le temps de prendre un café avec un SDF, venu chercher un petit peu de compagnie. Ce qui m'a frappé ce soir-là, c'est que Mireille nous partageait ses menus services sur le fond d'une vie que personne ne peut lui envier, avec un immense sourire, sans se plaindre, sans lassitude, sans envie envers ceux qui objectivement ont une vie bien plus facile, mais n'en font pas autant. J'ai rencontré Mireille à l'occasion d'un dîner où chaque convive est tiré au sort et ne sait pas à l'avance qui il s'apprête à rencontrer. Le genre de concept qui correspond très bien aux gens comme moi, qui adorent faire de nouvelles rencontres et avoir de longues discussions. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je suis resté muet. On est tous restés muets. J'aurais pu être tenté de la plaindre, lui dire que j'allais l'aider, mais là non. Pourquoi ? Parce que j'ai senti que face à Mireille, c'était ma condition qui était modeste. C'était moi qui étais dans le besoin. Et c'était elle qui avait quelque chose à me transmettre. On vit dans un pays où on se répète en boucle que la peur, que la division gagne du terrain. Quand on pose la question aux Français, quel est le mot qui qualifie selon vous le mieux l'état de la société ? Plus de 6 sur 10 répondent divisé. Mais si on est si divisé que ça, comment expliquer que des gens comme Mireille existent ? Des gens que tout dans la vie pourrait pousser à la peur de l'autre, au ressentiment, à la colère, voire à la haine. Ce dîner a raffermi en moi une certitude. Nous pouvons bien avoir la perception d'une société de moins en moins soudée. Je fais le pari qu'il existe des millions de Mireilles partout en France. Des gens ordinaires tout à fait extraordinaires. Des gens comme vous. Celles qui ouvrent et ferment les salles de réunion. Ceux qui sont le ciment de nos quartiers. Celles qui filent des coups de main. Ces gens-là sont le meilleur antidote à une société malade de son manque de confiance en elle. Et pourtant, comme Mireille,
Ces gens-là, on ne les connaît pas parce qu'on ne les voit pas. Alors, j'ai 3 questions pour vous. La première, pourquoi ne sont-ils pas plus visibles? Et ensuite, s'ils existent bel et bien, où peut-on les trouver? Et enfin, comment faire d'eux des exemples qui nous entraînent dans leur sillage? Les gens comme Mireille créent une richesse qui n'est pas économique, une richesse humaine qu'on appelle le lien social. Ce lien qui, quand il existe, nous permet de prendre soin les uns des autres, de créer des micro-solidarités du coin de la rue, du bonjour le matin au débouchage d'un évier, en passant par le fait de tenir la porte de l'ascenseur ou d'aider à monter les courses. Le lien social, tout le monde le prend pour acquis. Et pourtant, souvenez-vous à quel point il nous a manqué pendant les confinements. Le lien social ne figure pas au bilan comptable de notre pays. Il n'est pas mesuré ni par la croissance, ni par le PIB, la dette ou le taux de chômage. Et pourtant, c'est une donnée précieuse. Une société qui ne se mesure qu'à sa richesse économique sans regarder l'effort qu'elle met pour la produire, c'est comme quelqu'un qui partirait courir et aurait les yeux rivés sur sa vitesse sans à un seul moment écouter les battements de son cœur. Le lien social est difficile à mesurer, mais il y a un indicateur très parlant, l'engagement collectif. L'engagement, ça ne se réduit pas à la participation électorale. Je le définis comme le mouvement de l'individu vers le collectif. S'engager, c'est accepter de se lier à d'autres que soi. C'est partager un destin commun. Ça vous fait peur? Pourtant, j'en suis sûr, une majorité d'entre vous sont déjà engagés sans le savoir. Parce que ça commence par des choses très simples. Quand on pourrait suivre seul chez soi un cours en ligne pour apprendre à écrire un livre, mais qu'on choisit de participer à un atelier d'écriture avec d'autres personnes. Quand on pourrait faire du yoga confortablement dans son salon, mais qu'on décide de participer à un cours collectif. Dans une société qui nous promet des expériences ultra personnalisées, selon nos goûts, nos disponibilités, nos algorithmes individuels, faire ce pas vers le collectif, c'est déjà un engagement. Et on est des millions à être engagés ensemble, sans réaliser qu'avoir fait ce choix de s'embarquer dans une aventure collective est tout sauf anodin, sans réaliser à quel point c'est vital. Alors, où trouve-t-on les personnes qui ont fait ce choix-là? Dans des lieux d'une banalité extraordinaire que vous connaissez tous, les associations, les clubs de sport, les troupes de théâtre, les comités des fêtes, dans les lieux et les événements où on peut les rencontrer, les gymnases, les festivals, les fêtes de quartier, les brocantes, les kermesses. On compte en France 1,5 million d'associations. 20 millions de Français y sont bénévoles. Autrement dit, 20 millions de Français ont fait le choix de consacrer de leur temps libre, non pas pour leur profit personnel, mais pour des projets collectifs. Sans ces personnes-là, pas de sport, pas de culture, pas de cause sociale qui avance, ni de personnes vulnérables aidées. Pas de possibilité d'agir à son niveau face aux défis du monde contemporain. C'est difficile de se rendre compte à quel point c'est une exception française. Alors, prenez cette image. Si on devait placer toutes les associations sur la carte du réseau routier de notre pays, on en rencontrerait une tous les 14 mètres. Plus que de parler de secteur, on devrait parler de patrimoine. Un patrimoine bien installé dans le paysage, devant lequel on passe tous les jours.
sans réaliser l'importance qu'il y a de le protéger. Exactement comme Notre-Dame de Paris. C'est quand elle s'est mise à brûler qu'on a compris à quel point elle comptait pour nous. Ce patrimoine est aujourd'hui fragile, fragilisé par un contexte économique alarmant et fragilisé par les 3 grands obstacles qui empêchent les Français de davantage s'engager. Le premier obstacle, c'est le manque de reconnaissance et de visibilité. Tout le monde connaît Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, ou encore en France, Bernard Arnault, Xavier Niel. Mais qui parmi vous connaît le nom d'une présidente ou d'un président d'association? Quand on nous pose la question « Que faites-vous dans la vie ?» Que répondons-nous? Sans doute par notre travail. Mais je vous pose la question, est-ce ça qui apporte le plus de valeur et d'utilité à la société? Ce qui nous rend le plus fiers, les plus épanouis, les plus heureux? Je pense que les petites lignes en bas de nos CV devraient figurer tout en haut. On est des millions à être engagés ensemble. Et pourtant, l'engagement n'est pas une norme sociale. Un jour, peut-être, nos enfants viendront nous voir en disant « Plus tard, je vais être président d'une association ». Pour que ce jour-là arrive, il faut que les médias, les industries culturelles, les institutions, les décideurs politiques, bref, tous ceux qui fabriquent l'opinion, reconnaissent les Français engagés à leur juste valeur, comme des rôles modèles inspirants. Le deuxième obstacle à l'engagement, et en particulier chez les jeunes, c'est la peur. La peur de faire un pas vers un groupe inconnu. La peur de ne pas être légitime. La peur de ne pas être à sa place. Dompter cette peur, qu'on a tous déjà ressentie, dépend grandement de notre capital social, c'est-à-dire de la confiance que nous avons en nous-mêmes, en nos compétences, en notre capacité à être à l'aise en groupe. On croit souvent que l'engagement, c'est du sang, des larmes, de la sueur, bref, une expérience qui demande de mobiliser beaucoup de confiance en soi. Mais l'engagement, c'est aussi et surtout quelque chose de joyeux, de ludique, de positif. Plus on donnera à voir cette image-là de l'engagement, plus on le rendra accessible, et en particulier auprès des gens qui pensent que ça n'est pas fait pour eux. Et il y a déjà des dizaines d'initiatives qui jouent ce rôle-là partout en France. Les apéros du bon, Samedi bien, l'heure civique. Leur point commun? Des formats d'engagement hyper simples, de 5 minutes à 2 heures. À échelle hyper locale, on y rencontre des voisins ou des visages familiers. Et enfin, avec une force principale qui est celle-ci, ce qu'elle propose, c'est avant tout un moment hyper convivial avant même d'être une expérience d'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Parce que l'aspiration à la convivialité, ça, on l'a tous inscrit dans notre ADN d'Homo sapiens. Et enfin, le troisième obstacle à l'engagement, et c'est peut-être le frein le plus important, c'est que s'engager, c'est complexe. Dans l'esprit de chacun, s'engager, ça demande des compétences, par exemple en gestion, et ça demande aussi et surtout du temps. Et là, c'est pareil, on n'est pas tous sur un même pied d'égalité. Quand on a un emploi du temps souple, donner 1 heure de son temps, c'est pas un tel sacrifice. Mais pensons à celles et ceux pour qui 1 heure de temps libre, ça pourrait être 1 heure qui rapporte de l'argent pour arrondir les fins de mois. Et même une fois engagé, la complexité continue. La paperasse, la gestion administrative. 90% des associations reposent exclusivement sur l'énergie et la volonté de leurs bénévoles.
le meilleur moyen de faciliter la vie de ces gens-là, c'est de leur faire gagner du temps pour qu'ils puissent se consacrer sur les tâches pour lesquelles ils apportent le plus de valeur. Quand il est plus facile de commander un burger en 3 clics depuis une application que de remplir en ligne un dossier de demande de subvention, alors on se dit qu'il y a du chemin pour rendre l'engagement plus simple. La route est longue, mais la voie est libre. Si nous parvenons à lever ces 3 obstacles, alors je fais le pari que chacun trouvera un engagement à sa mesure. Un engagement qui lui apportera un épanouissement personnel, mais qui rendra aussi notre société beaucoup plus soudée, beaucoup plus confiante, beaucoup plus vivante. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir des histoires. Depuis la nuit des temps, on invente des récits pour donner du sens à ce que l'on vit. Aujourd'hui, face au récit dominant d'une société où la peur, où la division gagne, je pense que nous avons les moyens et que nous avons le devoir d'écrire un autre récit. Un récit qui pourrait commencer comme ça. Il était une fois un pays pas si lointain, rongé par le doute et la défiance. Dans ce pays, des gens avaient trouvé un super pouvoir. Déjouant les pronostics de ceux qui faisaient le pari du repli sur soi, ils avaient choisi d'agir ensemble. Ensemble, ils devenaient plus forts que la peur, plus confiants face à l'incertitude, plus résilients face aux crises. Chaque jour, on leur disait que la division gagnait du terrain. Alors, ils redoublaient d'efforts pour défendre chaque centimètre carré de lien. Malgré les vents contraires, ces gens-là n'avaient pas fini d'espérer, sans se douter un seul instant que c'était eux, la majorité. La fin de l'histoire, c'est à vous qu'il revient de la raconter. Dans chaque bon récit, il faut un bon narrateur et de bons personnages. Les bons personnages, vous les trouverez par millions. Ils ne sont peut-être pas l'archétype que vous vous faites d'un héros de roman, mais ils vous toucheront. Et ils vous laisseront peut-être muets le temps d'un dîner. Alors je vous confie cette mission. Allez les trouver. Allez les écouter. Vous aussi déjouez les pronostics. Allez les rejoindre. Allez les raconter. Cette mission, elle commence maintenant. Et elle commence avec cette question. Et vous? Vous connaissez une Mireille ?